Voilà. Ok. Enchanté tout le monde, merci à tous d'être là. Alors, si vous êtes prêts à commencer, je vais bientôt partager mon écran. Garance, je voudrais prendre 2 minutes la parole avant vous. Bien Ex- sûr. Excusez-moi, mais Bien- j'en ai pour très peu de temps. Euh, Avant de commencer véritablement la soirée, je voudrais que nous ayons une pensée pour les 136 otages, femmes, hommes, enfants, qui sont aux mains, qui sont encore aux mains de ces déchets de l'humanité. Espérons que très rapidement, ils retrouveront la liberté. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis heureux de vous retrouver par la magie du Zoom. J'aurais préféré pouvoir vous accueillir dans notre local, mais notre bureau, avec sagacité, a pensé qu'il était préférable, compte tenu des circonstances que nous Dieu. vivons, et dès lors qu'il n'y a pas de MICLAT au local, le bureau a pensé que nos tenues ne puissent provisoirement plus se dérouler en présentiel, ce qui nous prive notamment du traditionnel pot de l'amitié. Donc, la technique nous permet d'accueillir à distance Garance Gottfarstein. Elle a de nombreuses qualités, mais quelques-unes sont encore plus éminentes. Elle a un très joli prénom, Garance, qui nous ramène au merveilleux film Les Visiteurs du Soir, où Garance était incarnée par Arletty, comme chacun le sait. Garance est aussi la nièce de notre frère et ami David Sherman. Elle a étudié la biologie environnementale à Tours et à Bordeaux, puis, excusez du peu, au King's College à Londres. Si je me trompe, vous m'arrêtez, hein? Bon. Elle est cofondatrice de l'organisation Balagan. C'est une organisation qui allie à la fois judaïsme et environnement, et je suis sûr que vous nous en parlerez de votre association. Alors, je trouve que j'ai assez parlé. Place à Garance pour news et fake news, comprendre le réchauffement climatique. Tel est le thème qu'elle a choisi. Euh, Après son exposé, Garance répondra à quelques questions, si vous en avez, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, puisque son exposé aura été lumineux, raison pour laquelle il n'est absolument pas certain que vous ayez à affronter des questions. Mais comme je viens de le dire il y a 1 minute, assez parlé, à vous Garance. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour votre présence. Alors, comme Pierre l'a dit, je vais vous présenter News et Fake News, comprendre le récent climatique. Alors, je vais juste vous partager mon écran tout de suite. Vous voyez tous? Oui. Ouais, super. Ok. Alors, euh, de quoi je vais vous parler? Pourquoi news et fake news? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le réchauffement climatique. C'est un sujet chaud, littéralement. Dans les médias, on en entend beaucoup parler, dans les politiques. Et c'est souvent difficile de s'y retrouver. On ne sait pas trop ce qui est exact, ce qui ne l'est pas, qui croire, que croire. Alors, je vais vous faire un résumé de la science derrière le réchauffement climatique. Donc, on va parler d'énergie, de climat et des conséquences du réchauffement climatique et faire un petit brainstorming sur qu'est-ce qu'on peut faire après ce constat. Donc, effectivement, comme Pierre l'a dit, j'ai fait mes études en biologie environnementale à Tours, à Bordeaux, puis à Londres. Et j'ai travaillé ensuite pour l'ONG World Vision Relief dans les programmes de résilience climatique et pour la presse du climat en éducation climatique. Et j'ai ensuite monté le projet Balagan, euh,
qui a pour but de sensibiliser la communauté juive aux enjeux climatiques, car ça fait partie du judaïsme, on a une responsabilité individuelle et collective de faire les choses correctement, d'avoir des actions correctes, peu importe ce que les gens autour de nous font. Et parfois, on peut avoir avec l'exemple, d'impact que ce qu'on pouvait penser. D'ailleurs, la Torah nous le dit qu'on a une responsabilité. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la Torah, mais plutôt du réchauffement climatique, mais je vais quand même en faire une petite introduction. Dans le Bereshit, Veikra Hashem Elohim et Adam, Ve'aniche ou Ve'gan Eden Leuvda, Ve'oleshamra. Donc, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. On remarque qu'on a quand même deux fois le nom de Dieu et que ça précise qu'on a le devoir non seulement de le cultiver, c'est-à-dire de prendre ce qu'il nous apporte et de s'en nourrir, mais aussi de le garder, de le soigner, de le préserver. Euh, et ensuite, pourquoi j'ai mis le Vaïkra, qui ne restera pas indifférent au sang de ton prochain? Parce que dans le réchauffement climatique, souvent on pense qu'il s'agit de sauver les arbres, de sauver les animaux. En vérité, ça va plus loin que ça. Il s'agit quand même de sauver les humains. Nous, on n'est pas forcément directement impactés par le réchauffement climatique, mais d'autres personnes sur Terre, beaucoup, le sont, beaucoup plus que nous. Et on a le devoir de ne pas regarder de l'autre côté. C'est difficile. Parfois, on est tenté parce que les écolos, on les aime pas forcément. Moi, la première, quand on voit par exemple, là, c'est une photo de Greta Thunberg récemment après le 7 octobre. Euh, souvent, souvent la gauche écolo, c'est pas, on n'a pas trop envie de s'y identifier, mais on a quand même le devoir de se renseigner parce que finalement, c'est de la science, pas de l'idéologie, donc on doit faire mieux que ça. Alors, d'abord, je voudrais faire un petit tour je voudrais dire de table, mais de Zoom. Si vous deviez dire, vous pouvez enlever vos micros si vous voulez, si vous deviez dire de 1 à 10, combien vous pensez connaître le sujet du réchauffement climatique? À 10, vous connaissez très bien, vous êtes un expert, et à 1, vous connaissez pas du tout. Qu'est-ce que vous me diriez? Vous pouvez soit me le dire en enlevant l'écran, le micro, soit l'écrire dans Allez, moi je, pardon, de l'écrire dans la boîte de discussion. je dis 2. 2, ok. Quelqu'un d'autre? Je dis 3. Ok, Je dis 4. super. On a d'autres qui veulent partager? 2. Ok, 2. Très bien. J'aime beaucoup que ce soit réaliste. Souvent, j'entendais 8. Euh, c'est bien Non, on d'entendre comprend des rien. 2. Ok. Non, non, mais souvent, c'est des 8 et en fait, on connaît moins que ce qu'on pense. Ok, parfait. Ok. Alors, j'espère que vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Un autre tour de table de Zoom. Quand vous entendez les mots réchauffement climatique, à quoi vous pensez directement? Quels sont les premiers mots qui vous viennent? La fonte des glaciers, Ouais, fonte des glaciers, très bien. Le, La récha- pollution. La pollution, aussi une très bonne réponse. le réchauffement les Ouais, incendies de la l'été. effectivement, Terre, les incendies, c'est vrai. Quoi d'autre? J'ai pas entendu? une trop grande consommation de biens matériels. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Ok. La gestion de l'énergie. Ouais, c'est vrai. Bah, vous voyez, vous connaissez déjà plus que la plupart. Donc souvent, ce que j'entends, c'est les problèmes des plastiques, effectivement des feux, de l'avion, du réchauffement en lui-même, comme on voit ici, de la fonte des glaces et ouais, du réchauffement. Ce sont les éléments qui me sont souvent rapportés quand c'est des présentations. Euh, J'entends aussi parfois parler du trou dans la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone, je voudrais faire juste une petite minute là-dessus. Ce n'est plus le problème actuellement. C'est vrai qu'il y avait un problème écologique d'un trou dans la couche d'ozone qui a été réglé grâce à la coopération internationale. C'est un énorme exemple de ce qu'on peut faire grâce à la coopération internationale, justement parce que c'était un gros problème écologique. Et avec des accords, tous les pays ont diminué les gaz, c'était des CFC, les chlorofluorocarbones, qui causaient le trou dans la couche le trou dans la couche d'ozone, c'est-à-dire les gaz utilisés pour les fusées, mais aussi pour le déo, pour la crème chantilly, pour tous ces trucs-là, qui a été réglé parce qu'on a remplacé à l'échelle internationale. Donc, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour ce qu'on peut faire quand il y a une bonne collaboration. Alors maintenant, on va
parler directement du climat. D'abord, pour vous expliquer le climat, je vais vous expliquer un peu l'énergie, puis le climat en lui-même, et ensuite ce qu'on peut faire. L'énergie. Ça, c'est notre consommation mondiale d'énergie. On voit depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui que ça a augmenté à partir de fin 1800, de l'ère industrielle, 1850 en gros. Donc, c'est notre consommation, notre utilisation d'énergie en fonction du temps en gigatonnes d'énergie utilisée, c'est-à-dire en milliards de tonnes. On utilise ici l'équivalent pétrole. La plupart représentent le bois. Pardon, en vert, ça représente le bois. Le bois n'a pas tellement augmenté. Il émet du carbone, effectivement, mais il n'est pas tellement, il n'augmente pas tellement, la consommation n'augmente pas tellement au fil du temps. Elle est restée plutôt stable. En revanche, ce qui a augmenté énormément, ce sont les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz. On voit que le charbon représente un quart de la consommation mondiale, pardon. Il est utilisé surtout pour l'électricité aujourd'hui. Le pétrole, à lui seul, représente un tiers de la consommation d'énergie mondiale. Il est essentiellement utilisé pour le transport. Et le gaz, qui est environ un quart également, qui sert généralement au chauffage et aussi à produire de l'électricité. Tout ça, c'est quasiment 80% de toute l'énergie qu'on utilise, uniquement due aux énergies, par les énergies fossiles. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Ce sont Euh, c'est pas grand-chose finalement. L'hydraulique, le nucléaire, les énergies renouvelables. On en parle beaucoup et pourtant elles sont pas si énormes que ça. Vous voyez que c'est uniquement 6% d'hydraulique, 2% d'éolien, 1% de solaire, 4% de nucléaire à l'échelle mondiale. Euh, donc c'est moins que ce qu'on peut penser. Mais ce chiffre est à prendre et à relativiser parce que ça augmente quand même plus vite que ce qu'on pensait. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dessus. De ces graphiques, pardon, il y a un constat à faire. On n'a pas fonctionné. Bon, il y a trois constats à faire, trois grands constats à faire à partir de ces graphiques. Premièrement, c'est que vous voyez que ça augmente au fil du temps, ça ne diminue pas. Depuis l'ère industrielle, ça n'a fait qu'augmenter de façon assez exponentielle. Deuxièmement, c'est que chaque source elle-même augmente. Et finalement, la plus importante, c'est que une source n'en a jamais remplacé une autre. C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'on va remplacer le pétrole, par exemple, par du nucléaire ou par du solaire. En vérité, comme notre besoin augmente, on est de plus en plus nombreux et on est de plus en plus développés, comme nos besoins augmentent, finalement, tout augmente, ça ne remplace pas, ça se rajoute uniquement. Pourquoi on utilise tout ça? C'est dans quatre domaines principaux: l'agriculture, l'utilisation des bâtiments, le transport et l'industrie. Donc les habits, la technologie, les téléphones, etc. Pour tout ça, on émet l'équivalent de 57 milliards de tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire l'équivalent de 37 milliards de barils de pétrole. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile de se rendre compte en vérité de ce que ça représente. Ah, voilà nos constats. En France, on entend souvent des politiques nous dire qu'en France, c'est pas du tout comme ça parce qu'on utilise beaucoup de nucléaire. C'est vrai qu'en France, on utilise beaucoup de nucléaire et c'est très bien. Euh, mais vous voyez qu'on utilise aussi beaucoup de pétrole. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. On utilise aussi beaucoup de pétrole. 45% uniquement, c'est du pétrole, donc c'est dû au transport. Et le nucléaire, c'est uniquement utilisé pour l'électricité. 75% de notre électricité vient du nucléaire, donc en fait, ça représente environ 20% de notre besoin en énergie totale. Par rapport à la moyenne mondiale, que vous pouvez voir ici dans le coin à droite, euh, on émet 2 fois plus en France que dans le reste du monde. On dit souvent que la Chine est un grand pollueur. En vérité, pas du tout. Enfin, oui, mais pas beaucoup plus que la moyenne mondiale et beaucoup moins que la France. En vérité, si on considère sur le territoire, c'est vrai, mais c'est parce qu'en France, on importe de la Chine. Euh, pour comparer aussi avec Israël, vous voyez que c'est à peu près comme la France. Et le Qatar, on les aime bien. Le Qatar, c'est, c'est le plus grand consommateur d'énergie. Et ensuite, les États-Unis, qui sont quand même 2 fois plus que la France, qui est déjà 2 fois plus que le monde. Et alors, pourquoi c'est un problème tout ça, à votre avis? On peut refaire un vote si vous voulez enlever vos micros. Pourquoi c'est un problème, à votre avis, d'utiliser les énergies fossiles? Vous voyez 4 options: parce qu'elles s'épuisent, parce qu'elles sont néfastes pour la santé humaine, parce qu'elles sont responsables du réchauffement climatique. Ou si vous avez d'autres idées.
Quelqu'un a une Vous idée? votez pour les trois? Oui, Des trois? Ouais. oui, elles s'épuisent. Mhm. Oui, Est-ce qu'elles sont... Elle s'épuise, c'est ce que j'aurais dit aussi. Elle s'épuise. Ok. Alors, souvent, c'est ce que j'entends comme première réponse qu'elle s'épuise. C'est vrai, c'est pas faux qu'elle s'épuise, mais pour l'instant, on n'a pas du tout utilisé ce qu'on a. Il nous reste encore énormément d'énergie, de ressources fossiles. Le but, ce serait de pas l'utiliser. En fait, le problème, c'est pas du tout qu'elle s'épuise, puisque si on utilisait tout, ce serait dans des centaines d'années et dans une situation assez catastrophique. Donc en fait, c'est pas tellement un problème. Il faut qu'on arrête de l'utiliser avant qu'elle vienne à s'épuiser. On en a utilisé à peine un dixième. Les plus gros problèmes, c'est qu'elles sont néfastes pour la santé humaine, directement par la pollution et indirectement par le réchauffement climatique, comme j'ai expliqué plus tard, mais surtout, justement, de façon indirecte, parce qu'elles sont responsables du réchauffement climatique de façon directe et donc indirectement néfastes pour la santé humaine. Alors, maintenant qu'on a parlé d'énergie, parlons de climat en lui-même. Qu'est-ce que c'est le climat? J'entends souvent, comme on me dit souvent, il fait froid aujourd'hui. D'ailleurs, il fait froid aujourd'hui. Pourquoi on parle de réchauffement climatique? Pas du tout. Il fait froid. Euh, il faut comprendre que le climat, c'est pas du tout pareil que la météo. Le climat, la météo, c'est quel temps il fait ici à un moment donné, cet instant, cet endroit. Le climat, c'est quelle est la météo sur plusieurs années dans toutes les zones géographiques sur la Terre entière. Donc c'est une moyenne, c'est une grosse moyenne. Alors il faut pas penser que une météo à un moment donné veut dire quoi que ce soit sur le climat en lui-même. Il faut regarder les moyennes. Pourquoi l'énergie et le climat sont liés? Ici, vous retrouvez notre consommation d'énergie primaire qu'on a vu juste avant, avec le charbon, le pétrole et le gaz qui augmentent. Et voilà les émissions de CO2, en vérité de gaz à effet de serre qu'on utilise en équivalent CO2. On peut voir les similitudes entre ces deux graphiques. On constate que effectivement, les émissions de CO2 sont directement liées à notre consommation d'énergie. Ce qui est en jaune ici, c'est l'agriculture, donc ça compte pas dans la consommation d'énergie, c'est la consommation en viande qui est aussi responsable d'émissions de CO2. Le CO2, c'est 75% des gaz à effet de serre qu'on émet. Je vais vous parler ensuite un petit peu plus des gaz à effet de serre en eux-mêmes. Mais d'abord, parlons du principe lui-même de l'effet de serre. Cette diapositive est très importante. Si vous comprenez cette diapo, vous comprenez ce que c'est le réchauffement climatique. Vous voyez la Terre, le Soleil, l'atmosphère et les gaz à effet de serre ici au milieu, qui se coincent entre l'atmosphère et la Terre. Ce qui se passe, c'est que le Soleil émet des rayonnements vers la Terre. Ça, ce sont des rayonnements visibles. Vous pouvez tous le constater. C'est ce qu'on voit, c'est la lumière du Soleil qu'on voit et qu'on ressent sous forme d'UV. Ça fait que la planète s'échauffe et que nous-mêmes, nous nous échauffons d'ailleurs. On ressent le soleil, les rayonnements du Soleil. La Terre s'échauffe et rayonne à son tour. Ça rebondit sur la Terre sous forme de rayons infrarouges qui, eux, s'éloignent et vont dans l'atmosphère. Le problème, c'est que les gaz à effet de serre qui sont ici sont transparents pour les UV, donc ça laisse passer le soleil qui rentre vers la Terre, mais sont opaques pour, euh, pour les infrarouges. Ça veut dire que les infrarouges qui veulent sortir, rebondir de la Terre vers l'atmosphère, une partie ressort, mais une grande partie est piégée par les gaz à effet de serre et rebondit constamment entre l'atmosphère et la Terre. Et ça fait comme si, imaginez que vous avez une couette, vous êtes la Terre, vous avez votre propre température, qui vous vous réchauffez. Plus vous mettez de plumes dans votre couette, et plus la température reste coincée. Donc il faut imaginer que chaque molécule de CO2, donc de gaz à effet de serre, est une plume dans la couette. Plus vous mettez de plumes, et plus vous vous réchauffez. Et c'est exactement ce qui se passe avec la Terre et avec les gaz à effet de serre qui restent coincés ici. Les gaz à effet de serre, on a le principal qui est le CO2. On a aussi le méthane qu'on émet moins que le CO2, mais qui est plus opaque et donc qui réchauffe plus pour une molécule de méthane que pour une molécule de CO2. Et quelques autres comme la vapeur d'eau, donc H2O, le dioxyde de nitrogène, etc. Il faut rajouter que tout ça, comme on l'a vu avant, il a été prouvé. Tout ce que je vous dis, c'est d'ailleurs, ça vient des rapports du GIEC, c'est-à-dire les experts sur le climat, qui font des rapports, des méta-analyses toutes les quelques années.
il a été prouvé donc que c'est 100% l'activité humaine euh, qui fait cet effet de serre. L'effet de serre humain. Il y a un effet de serre naturel qu'on va voir un peu plus tard. Ok, parlons de la température, donc moyenne, donc le climat. Comme je disais, il y a un effet de serre naturel sans lequel la Terre serait entièrement gelée et la vie serait impossible. Mais il y a aussi un effet de serre fait par l'homme à cause des gaz à effet de serre qui augmente cet effet de serre naturel. Ok, par ailleurs, le principe d'effet de serre augmente et diminue au fil du temps. Donc on a des périodes glaciaires et interglaciaires. En ce moment, on est dans une période interglaciaire. De moins 20 000 à moins 10 000, on était dans une ère glaciaire. Donc là, il faut comprendre que c'était donc avec un effet de serre naturel, mais en ère glaciaire. Il faut bien imaginer comment c'était à ce moment-là, entre moins 20 000 et moins 10 000 sur Terre. Les glaciers étaient épais de plusieurs kilomètres. Les mers étaient à un niveau de 120 mètres plus bas. Le climat de la France, c'était comme la Sibérie actuellement, c'est-à-dire que c'était sec et froid. Les hommes étaient des nomades qui chassaient le mammouth, un peu comme l'âge de glace, je ne sais pas si vous avez vu. Et il n'y avait pas d'Eurostar. Pourquoi il n'y avait pas d'Eurostar? Parce qu'on pouvait marcher sur la Manche, sur la glace. D'ailleurs, cette photo-là, c'est un pingouin dans des grottes. Est-ce que si vous voulez deviner dans quelle grotte ça a été pris? À Je l'ESCO? vais donner la réponse. Alors, Dans le Périgord. ouais, c'est la grotte de Coastières qui est à Marseille. Donc, Ah, Hein? on peut constater que les hommes ont dessiné des pingouins de ce qu'ils voyaient à Marseille. mhm. Donc, on voit à quel point le climat était différent. Aujourd'hui, la température moyenne sur Terre, c'est 15 degrés. Est-ce que vous voulez deviner quelle était la température de la Terre pendant l'ère glaciaire? Ça a été deviné, c'est une information qui m'avait choquée, moi, quand j'ai commencé à apprendre le sujet du réchauffement climatique. Moins 30? Moins 30, ok. Qui d'autre? Moins 20. Moins 20. Autre réponse? Au pif, moins 50. Moins 50, ok. Alors, ce sont des réponses que j'entends beaucoup, effectivement. Et c'est pour ça que ça m'a choquée. La température était de 10 degrés, c'est-à-dire uniquement 5 degrés de moyenne inférieure à aujourd'hui. C'est tout. Euh, c'est choquant parce que je vous ai parlé du fait que c'était que de la glace, mais comme on parle de moyenne, effectivement, la France était de la glace, d'autres pays étaient un petit peu plus chaud, un peu moins de glace, mais la température moyenne sur Terre était de 10 degrés et aujourd'hui de 15 degrés. Il faut, je vous l'ai fait un peu en avant, il faut s'imaginer, euh, si, essayons de réfléchir, si la différence entre l'ère glaciaire il y a moins 20 000 ans et aujourd'hui, avec 5 degrés de différence, c'est une telle différence dans la façon de vivre, qu'est-ce que c'est le futur comme on entend à plus 2 degrés ou plus 1,5 degrés? On pense que quand on entend j'imagine que vous avez bien entendu les objectifs à 2 degrés, les objectifs à 1,5 degrés, on s'imagine que c'est rien du tout parce que, quoi, c'est juste un peu plus chaud en été, c'est sympa. En vérité, c'est une différence énorme à l'échelle du climat, c'est-à-dire à l'échelle du temps et de l'espace. Donc effectivement, il y a eu des accords, les accords de Paris de 2015, qui ont été signés à la COP 21, qui étaient de limiter le réchauffement d'ici 2100 en dessous de 2 degrés, de préférence à 1,5 degré. Beaucoup de pays ont signé. C'était une très belle collaboration internationale. 196 pays qui ont signé, mais avec des promesses à réitérer régulièrement, mais euh, sans en forcer. Alors, à votre avis, à combien de degrés sommes-nous aujourd'hui par rapport à l'ère pré-industrielle? C'est-à-dire, de combien avons-nous déjà augmenté la température moyenne de la Terre depuis qu'on a commencé à consommer de cette façon? 2 degrés. 2 degrés? Oui. OK. 3 degrés? 3 degrés? 3 degrés. Les accords de Paris disent 2 degrés jusqu'à 2100. OK, 2 degrés, 3 degrés. Autre réponse? OK. On n'est pas si désastreux que ça. 5 On est degrés. à 1,48 degrés pour l'instant, en 2024, début 2024. 1,48 degrés, c'est-à-dire que
c'est déjà euh, trop tard pour arriver aux objectifs de 1,5 degré et très difficile de rester en dessous de 2 degrés, mais pas encore impossible. Le GIEC, donc comme je vous ai dit, le groupe d'experts sur le climat, a fait plusieurs scénarios socio-économiques. Le plus probable, c'est le SSC2 que vous voyez au milieu en jaune. Si on continue comme aujourd'hui, mais avec des efforts qui sont faits, en fait, avec les efforts qui ont été faits ces dernières années. Les scénarios qui sont pires, le pire est le SSC5 que vous voyez en haut, qui serait d'une augmentation de 5 degrés. Donc ça, comme vous avez vu avant, c'est énorme. Euh, c'est honnêtement peu probable, mais pas impossible. Les plus probables sont le SSP3 ou le SSP2. Les SSP1 que vous voyez en bas sont les meilleurs scénarios évidemment, mais les plus optimistes. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas du tout sur cette lignée. C'est là qu'il faudrait rester, mais c'est pas pour l'instant ce qu'on fait. Parlons des conséquences du réchauffement climatique. Euh, vous avez pu imaginer en voyant la différence de 5 degrés fond, que ça peut faire 2 degrés ou 5 degrés. Mais cette diapo, je trouve qu'elle est très importante. Ici, à gauche, vous voyez le monde à plus de degrés, c'est-à-dire dans quelques années, puisqu'on est à 1,5 près. Et à droite, vous pouvez voir le monde tel qu'il serait à plus 5 degrés d'après le rapport du GIEC. En rouge, c'est le nombre de jours par an qui sont au-dessus du seuil létal. Donc, vous voyez qu'en rouge foncé, c'est-à-dire que c'est 350, c'est-à-dire que tous les jours de l'année sont au-dessus du seuil létal, on ne peut plus vivre dans ces zones-là. Alors, vous pouvez voir que si on arrive déjà à plus de degrés, certaines parties de l'Asie et de l'Amérique du Sud commencent à être invivables. Mais si on arrive à 4-5 degrés, là, ce sont d'énormes zones géographiques en Amérique latine, en Afrique et en Asie qui sont complètement invivables et qui entraînent, vous pouvez l'imaginer, de grandes migrations. Ah oui, alors les gens vont quitter toute une région, ils vont venir. Donc, revenons sur ce principe de l'effet de serre. Vous pouvez constater que pour éviter cette conséquence-là, ce qu'il faut, on dirait pas, mais ce qu'il faut effectivement, c'est diminuer ce qui se passe ici, les gaz à effet de serre. Si on arrive à diminuer les gaz à effet de serre et donc le réchauffement, cette situation précédente peut être évitée. On entend beaucoup de choses, comme je disais, sur le réchauffement climatique, à droite comme à gauche. Moi, je pense que effectivement, c'est difficile de faire le tri, c'est pour ça que je suis là. Il faut essayer d'écouter les rapports des scientifiques et non pas les rapports politiques. Euh, voilà. Comme là, on voit Tony Abbott qui disait que c'est quelques jours de plus à la mer, c'est très sympa. Vous avez pu comprendre que c'est pas comme ça. Donc, d'après encore une fois le rapport du GIEC, l'humain est responsable. Vous voyez sur cette courbe que si on avait uniquement les facteurs naturels, c'est-à-dire un effet de serre naturel comme on l'a vu avant avec les facteurs volcaniques, solaires, les variations naturelles, on en serait à peu près ici, un réchauffement de 0,1 degré maximum. Et ce qu'on observe avec les facteurs humains en plus, c'est une augmentation énorme qui est bon, presque à 1,5 degré. On pense souvent que les impacts, c'est pas aujourd'hui, c'est dans longtemps et c'est loin, c'est en Afrique, c'est dans plusieurs années, c'est pour les générations futures, lointaines. C'est vrai, mais c'est aussi aujourd'hui et c'est important de s'en rendre compte. On a déjà remarqué une augmentation terrible du nombre d'inondations, de feux de forêt, de canicules, d'ouragans, qui tous sont bien liés au réchauffement climatique. Alors vous allez me dire, Garance, qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que météo et climat, il fallait pas confondre. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de la météo. Ce qui compte, c'est pas de regarder chaque événement, parce qu'on pourrait très bien avoir une canicule un jour et ça ne voudrait rien dire. Ce qui compte, c'est de regarder leur augmentation et leur fréquence. Et effectivement, c'est de plus en plus fréquent. Toutes ces catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes et c'est ça qui en fait un problème climatique et pas seulement météorologique. Cette augmentation de la température entraîne des cyclones plus forts, comme on a vu juste avant, des ouragans et donc des submersions marines et des inondations. Les perturbations du cycle de l'eau entraînent des sécheresses et des crues qui ont un impact sur les rendements agricoles, bien sûr.
Tout ça, plus le réchauffement de température en lui-même, entraîne des disparitions et des migrations d'espèces. Le problème quand les espèces migrent, c'est aussi que des vecteurs de maladies migrent. Par exemple, les moustiques qui donnent la dengue en français, euh, étaient avant uniquement dans des pays qui ne concernaient pas. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs cas déclenchés en France parce que ces espèces commencent déjà à migrer. La fonte des glaces. Alors, la fonte des glaces et la fonte du permafrost, tout ça, c'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négative, ou positive d'ailleurs, dans ce cas-là. C'est-à-dire que la fonte des glaces, c'est un problème parce qu'il y a une augmentation de la montée, il y a une montée des eaux, bien sûr, mais aussi parce que c'est une surface blanche. Et avec une surface blanche, la lumière réfléchit et peut repartir. Et donc, ça permet de refroidir. Moins il y a de surface blanche, vous êtes à la place de la surface bleue puisque c'est de la mer, euh, et donc c'est opaque et ça absorbe la température et ça fait une boucle qui fait que une augmentation de température entraîne une augmentation de température. C'est pareil pour la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est du méthane coincé sous des glaces. Quand la glace fond, le méthane est relâché et comme je vous disais, le méthane est encore plus réchauffement, en vérité 27 fois plus réchauffant que le carbone. Ce méthane est relâché dans l'atmosphère et ça entraîne encore une hausse de température. Donc une hausse de température qui entraîne une hausse de température et ce sont ces boucles-là qu'on essaye d'éviter au maximum. Tout ce que j'ai cité là, perturbation de la biodiversité, des canicules, des sécheresses, des submersions, des crues, des migrations des vecteurs de maladies, des incendies, des cyclones et des diminutions des ressources en eau douce, tout ça, ça impacte les rendements agricoles. Le problème de l'impact des rendements agricoles, c'est que, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On a plein d'exemples. Les printemps arabes, la Révolution française, si on veut chercher plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des problèmes dans les rendements agricoles? Il y a des guerres, des conflits armés. Donc, euh, ça, on l'appelle le carré final. Les conséquences du réchauffement climatique, avec les vecteurs de maladies, avec le réchauffement, avec l'immigration, ça impacte la santé humaine négativement, ça entraîne des famines, qui entraînent des réfugiés climatiques puisque les gens ne restent pas dans un endroit où c'est invivable, et ça entraîne des conflits armés puisque la France ou l'Angleterre ou Israël ne peut pas accueillir toute l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Donc, tout ça, ça sonne un peu déprimant, mais on peut faire quelque chose. J'aimerais vous parler du triangle de l'inaction rapidement. On voit ici l'État, les entreprises et les individus. Il y a un blocage collectif où chacun pointe du doigt les responsabilités des autres, qui est très fréquent. L'individu dit, bah, moi, en tant qu'individu, j'ai très peu de pouvoir face aux grandes entreprises, sans parler des Américains et des Chinois, c'est eux qui polluent beaucoup plus que nous. Et puis, c'est pas moi qui décide des lois, ce sont les lobbies. Bon, l'entreprise peut dire, oui, mais moi, je vis grâce à la demande des clients. Si mes clients ne changent pas, j'ai aucun intérêt à changer. D'autant plus que si je change et que mes concurrences ne changent pas, c'est moi qui vais perdre de l'argent. Et l'État dirait, bah, les leviers d'action de la puissance publique sont très limités. Ce sont les entreprises qui ont le plus de ressources financières. Et puis, on a les politiques qu'on mérite. Si les partis ne conviennent pas aux citoyens, ils peuvent en proposer de nouveaux. Tous ces arguments sont légitimes, mais ça n'avance à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de déclencher chacun de son côté, au niveau de l'État, des entreprises et des individus, des actions contre le réchauffement climatique. Il y a déjà des engagements internationaux, donc je disais d'abord qu'il y a eu les accords de Paris, mais depuis, il y en a eu encore plus. L'Europe est d'ailleurs plus ambitieuse que la France, mais la France suit. Le but est de réduire de moitié les gaz à effet de serre d'ici 2030. On n'y est pas encore, mais on est sur le chemin. Ce sera probablement pas avant 2030, mais c'est en diminution. Euh, Souvent, ce qui bloque, c'est que quand une loi veut être passée, c'est une loi comment dire, qui prend des libertés individuelles. Sauf qu'on a vu avec la Convention citoyenne sur le climat que des citoyens éduqués, des citoyens qui sont sensibilisés au problème étaient tout à fait à 100% en faveur des changements de loi sur les réchauffement climatique. Donc en fait, ce qui bloque, c'était souvent non pas les gens comme ça en général, c'est le manque de sensibilisation. Euh, que faire nous de façon générale? Il y a deux choses, l'atténuation et l'adaptation. Les deux sont absolument nécessaires. L'atténuation, c'est diminuer les gaz à effet de serre.
Pourquoi? Pour éviter une situation ingérable, comme on l'a vu dans les, les chemins socio-économiques. Si on arrive à 4 degrés et 5 degrés, ce sera complètement ingérable comme situation. Donc, le but, c'est d'éviter ça en atténuant, en diminuant les gaz à effet de serre. Cependant, on est déjà en chemin pour 2, peut-être 3, peut-être plus de degrés. Et donc, pour ça, il faut aussi s'adapter, c'est-à-dire gérer une situation qui est déjà inévitable. À l'échelle individuelle, euh, en moyenne, une personne en France émet 10 tonnes de CO2, d'équivalent CO2, par an. En Israël, c'est à peu près la même chose. L'objectif pour rester en dessous des 2 degrés à l'échelle mondiale, ce serait que chaque personne arrive en dessous des 2 tonnes de CO2 par an, ce qui est une différence assez énorme dans le mode de vie. Donc, on peut faire un petit brainstorming si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au niveau de tout ce qu'on a cité, l'agriculture, les bâtiments, les transports, l'industrie, et si vous avez d'autres idées, pour diminuer, nous, de façon individuelle, notre empreinte carbone? Manger moins de viande. Absolument, manger moins de viande dans l'agriculture, surtout la viande de bœuf, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, je peux vous expliquer pourquoi si vous voulez. Les vaches, ça aussi, on dirait que, ah oui, ça, on dirait que c'est une fake news. Les vaches fêtent du méthane. Ça sonne vraiment comme une fake news, ce n'est pas une fake news. Les vaches fêtent effectivement du méthane. Le méthane, comme je l'ai dit, est très réchauffant. Donc, le bœuf, les vaches, c'est très problématique pour le réchauffement climatique. Donc, manger du poulet, c'est beaucoup moins problématique que manger du bœuf. D'autant plus que les vaches prennent de la place et qu'il faut déforester, donc couper du bois et ensuite le brûler et donc couper quelque chose qui absorbe du carbone pour finalement émettre du carbone pour le terrain pour les vaches et le terrain pour nourrir les vaches. Donc oui, manger moins de viande, moins de bœuf, c'est très important. D'autres idées? Diminuer le degré Bâtiment. de chauffage à la maison. Le chauffage, absolument, le chauffage. En Israël, je vois qu'il y a tout le temps la masgane. C'est vrai que c'est bien de l'avoir, surtout en été, mais il n'y a pas besoin de l'avoir tout le temps. Là, par exemple, en hiver, pour régler exactement à quelle température on veut, c'est évitable. Mhm. D'autres idées? Limiter la pollution. Ouais. Donc les transports en commun, moins de voitures, plus de transports en commun. Le tri des Ouais. Alors, le ordures tri des aussi. déchets, c'est vrai. Les déchets, Le c'est stock quelque de- chose qu'on entend beaucoup. C'est pas un problème précisément climatique, c'est plus un problème environnemental de façon générale. Euh, c'est un problème de déchets, c'est-à-dire que c'est un problème pour la biodiversité et pour la santé humaine quand il y a dans les ordures. Moins pour le climat. C'est vrai que ça émet un peu de carbone, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que pour l'environnement en lui-même, il faut absolument diminuer le plastique, effectivement. D'autres idées? Isolation des Produire bâtiments. local. Alors, j'ai entendu isolation des bâtiments, c'est très très important, effectivement. Si on est propriétaire et qu'on peut isoler ces bâtiments, c'est très important. Quoi d'autre? Produire local. Produire local, c'est vrai. Ça fait pas une différence énorme parce que c'est uniquement le Ici. transport, mais c'est absolument vrai. Ça fait une différence. Ouais. D'autres idées? Réparer plutôt que de racheter un appareil. Ouais. De façon générale, pour tout, pour les habits, pour la technologie, absolument. Ouais. Donc, voilà toutes les idées que vous avez mentionnées. Quelques autres, éviter l'avion. Notre source d'électricité, on peut essayer d'être avec du renouvelable ou du nucléaire plutôt qu'avec du gaz. Être zéro déchet, vous l'avez dit, des vêtements de seconde main, tout ça vous l'avez dit, donc très bien. Euh, Après, dans autres, j'ai mis savoir, faire savoir, faire et faire faire. Donc savoir, c'est se rencontrer et se former aux enjeux climatiques. Je pense que c'est la première étape pour comprendre le problème. Faire savoir, s'organiser et sensibiliser à son tour, ça a plus d'impact que ce qu'on pense. Faire, on peut parler de faire son bilan carbone. Je vous donnerai après des liens où on peut calculer très facilement son bilan carbone et voir dans quel domaine on peut facilement s'améliorer. Et faire, c'est-à-dire parler aux élus, parler aux politiques, essayer de voir avec sa mairie, voir avec les gens, avec des organisations, ce qu'on peut faire au niveau local pour améliorer, que ce soit le tri des déchets, que ce soit la viande, la production, la sensibilisation. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle individuelle. Et Garance, tu avais marqué Oui, smartphone, pourquoi?
Alors, de façon générale, dans la technologie, je veux dire acheter des smartphones de façon régulière, changer régulièrement son ordinateur, tout ça, c'est de la production. Et c'est de la production qui est très coûteuse en énergie de produire ce genre de choses. Et par ailleurs, on utilise beaucoup d'énergie, beaucoup plus que ce qu'on pense. Pour regarder, par exemple, Netflix, tout ce qui est en HD, ça utilise beaucoup plus d'énergie que ce qu'on pense. Netflix. Alors, pour conclure, il faut quand même dire qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Et changer son mode de vie pour avoir pour émettre moins d'équivalent CO2 de gaz à effet de serre, c'est pas que du négatif, il faut avoir ça en tête. Ça permet notamment d'avoir une alimentation saine et durable et locale et bio. Euh, Ça permet de prendre le vélo ou de marcher plutôt que de prendre même les transports en commun plutôt que de prendre toujours la voiture. C'est un confort thermique et une réduction des facteurs énergétiques quand on arrive à isoler son bâtiment. Après, je parle de la paix parce que, notamment si on veut parler d'Israël, être moins dépendant de façon générale des exportateurs de gaz, de pétrole et et de charbon. Éventuellement une stabilité politique. Ici, c'est plus compliqué que juste avec les ressources naturelles. Et voilà. Et créer des emplois dans les ressources énergétiques renouvelables. Alors, si vous voulez, ici, je pourrais vous l'envoyer après. Je vous conseille Nos gestes climat, qui est très facile pour calculer son empreinte carbone et avoir une idée vraiment par thème de ce qu'on peut faire. Et deux que j'aime beaucoup aussi, c'est Inventons nos vies bas carbone et l'atelier Traces du climat. Tout ça permet de vraiment comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique et de savoir nous-mêmes quoi faire de façon individuelle. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère que vous aurez appris des choses sur le réchauffement climatique. Garance, Garance, je voulais Oui, simplement te poser une question. bien sûr. Tu as mis parmi les avantages, enfin, moins d'avions, moins de voitures. Mhm. Or, on n'en Oui. fait pas du tout le chemin. Les avions, on ne peut pas interdire à des gens de prendre Ah l'avion. non, bien sûr, il ne s'agit jamais d'interdire, c'est un choix personnel. Moi, j'essaye de prendre moins l'avion, mais c'est vrai que je le prends aussi. Ce que je conseille en général, c'est que si on a par exemple 3 semaines de vacances dans l'année, c'est un exemple au hasard, plutôt que de faire 3 allers-retours, c'est de partir une fois 3 semaines. Ça fait une diminution Ah, phénoménale de l'empreinte carbone. d'accord. Merci. Autre question. Alors moi j'ai une question à vous poser, Bien Garance. sûr. En France, si je ne m'abuse, à l'heure actuelle, Mhm. dans les magasins, il n'y a plus de sacs en nylon. Ils ont Mhm. été remplacés par des sacs en papier. C'est vrai. Bien. Ouais. Et alors, quid du déboisement dans la mesure où il est question, où on fabrique des sacs en papier? Ça Mhm. peut Les induire voitures électriques. un déboisement dans C'est certaines vrai. parties du monde. C'est Donc, vrai, absolument. hein, Ouais, absolument. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on parle de deux sujets qui sont un peu différents. Le sujet environnemental de façon générale avec le plastique et le sujet du réchauffement climatique en lui-même et des émissions. Le, le papier est pire que le plastique dans un sens, c'est-à-dire qu'effectivement, il fait déforester et brûler du papier. Donc en fait, brûler une source, les arbres, comme vous le savez probablement, euh, euh, inspirent du carbone. Et au lieu de ça, on l'enlève Avec et les on le voitures brûle, ça électriques, finit brûlé. Euh, paraît-il. mais en vérité, Avec ça a quoi? été Les fait pour de voitures bonnes raisons. électriques. Ah, vas-y. oui. Ouais, je parlerai ensuite de la voiture électrique dans une minute. Le problème, c'était quand même une bonne idée, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire parce que le plastique est pire, pas d'un point de vue uniquement climatique. Alors oui, la production de plastique émet beaucoup de carbone, mais pas beaucoup plus que le papier. Surtout d'un point de vue environnemental, parce que on trouve énormément de molécules de plastique dans les eaux, notamment dans les eaux du robinet d'ailleurs de plus en plus, et ça c'est extrêmement néfaste pour la biodiversité et pour la santé humaine. Donc ça c'est un problème urgent, moins climatique mais tout aussi urgent. D'accord, ok, vu comme ça. Euh, pour revenir Euh, à la voiture électrique,
Ça aussi, c'est une idée reçue que la voiture électrique est vachement mieux que la voiture au pétrole. C'est pas forcément vrai. Oui et non. La Oui. voiture électrique est pire dans sa production. C'est-à-dire que, effectivement, on n'utilise pas de pétrole quand on roule, mais on achète une batterie qui a été extrêmement intensive en énergie lorsqu'on l'a produite. Donc finalement, ça revient à peu près au même. Une voiture électrique, il faudrait l'utiliser minimum 30 ans pour que ça revienne au même nombre d'émissions qu'une voiture habituelle. Donc ça dépend. Si on roule peu, il vaut mieux acheter une voiture normale et ne pas refaire le plein tout le temps. Si on roule énormément, il vaut mieux acheter une voiture électrique. Dans les deux cas, il vaut mieux utiliser les transports en commun quand on a la possibilité. Une question, une remarque aussi. Disons, on fait beaucoup de promotions et ça fleurit. Donc, toutes les ventes par Internet qui Mhm. génèrent énormément d'emballages, carton et de transport, etc. Ouais, C'est aussi une chose qui est très, très dangereuse parce Les que gens qui les achètent cartons, comme on des parlait de magasins, sac ils aiment papier, aussi les emballages, hein, quand même. disons que ça déforeste et maintenant c'est vraiment exponentiel toutes ces boîtes en carton qu'on voit partout. ouais, ouais, j'ai rien à ajouter, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. On voit ça de plus en plus et c'est une mauvaise habitude qu'on prend. Ouais. On consomme de plus en plus et de moins en moins bien. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux déjà de réparer quand on peut réparer plutôt que d'acheter et d'acheter local pour éviter les emballages à tout va, le plastique à tout va, le carton à tout va et le transport à tout va. Absolument. Est-ce Très qu'on bonne a remarque. Je peux donner un conseil pour les aliments à garder. Le verre Mhm. est peut-être la chose la moins Mhm. polluante. Absolument. Le verre, c'est le déchet le moins polluant. Voilà. C'est celui qui se recycle le mieux et qui pollue le moins à la base. Donc, quand on peut prendre quelque chose en verre, c'est toujours mieux. D'ailleurs, la meilleure option, moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est plus difficile en Israël qu'en Angleterre ou en France. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'être zéro déchet, c'est-à-dire de toujours aller dans des endroits où on peut apporter la bouteille et la re-remplir. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a. Et la re-remplir plutôt que de racheter à chaque fois du plastique ou du carton. Ariel. Oui. Mais alors là, j'ai mauvaise conscience parce que je vais boire de l'eau dans une Aucun bouteille. problème. J'avoue, je le fais Euh, aussi parfois. Aussi le tri des ordures. Moi, je vois, on habitait en Belgique, il fallait vraiment Mhm. trier très sérieusement, il y avait des Ouais. contrôles. Ici, c'est Ah, waouh. n'importe quoi. Mhm. Pourquoi on n'est pas plus Ouais, sévère dans les pays, quoi? C'est... c'est Oui. vrai. Et Bien d'ailleurs, un d'accord, argument. je suis d'accord Ouais, avec toi. En c'est Belgique, vrai. C'est quand vrai on a, qu'on demande aux citoyens de faire des efforts. quand on a vidé l'appartement, il est parti avec un sac. Mm. C'est vrai. Et moi, je me suis souvent demandé pourquoi en Israël, et d'ailleurs, pas uniquement en Israël, mais dans les communautés juives en général, même dans la diaspora, on est quand même assez peu sensibilisé aux problèmes de climat et aux problèmes environnementaux. Euh, la seule réponse que j'ai trouvée pour le moment, c'est que la gauche écolo est très antisémite. C'est ce qui fait que moi aussi, avant de faire mes études en biologie environnementale, je me sentais pas du tout concernée par tout ça, parce que je m'identifiais pas du tout avec ce groupe. Et c'est pour ça que j'essaye de sensibiliser aussi les communautés juives sans qu'on ait besoin de s'identifier avec ces groupes justement écolo antisémites. Parce que c'est vrai qu'on a des efforts à faire là-dessus, aussi bien en Israël que dans la diaspora. Oui. Autre, D'autres questions ou remarques? Ouais. autre question. Mhm. Eliane, il faut que tu remettes ton micro. Attends, Eliane veut parler, mais il faut qu'elle remette son micro. C'est bon. Mhm. Non, je voulais Voilà, dire, maintenant. ça y est, Est-ce vous que vous m'entendez? m'entendez? En- Savoir Oui. pourquoi on est couvert en plastique. je disais, en Italie, on fait très attention à la division des ordures. On dit comme ça, comment on dit? Autriche. On divise le papier, le plastique, euh, c'est très, ils font très, très attention en Italie. C'est bien. C'est bien. Oui.
comme je disais, le problème des déchets, c'est celui dont on entend le plus parler, mais c'est pas le problème Des principal. déchets, Le voilà. problème principal, c'est bien sûr. Ah oui. Il n'y avait pas le mot déchets, oui, voilà. Les déchets. Alors, je repose ma question Ouais. par rapport aux couverts en plastique, les assiettes, Mhm. etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout plastique est à éviter. Moi, j'essaie de Oui, ne pas donc, acheter de plastique du tout. Parfois, j'en excuse-moi, achète, mais oui, c'est je toujours suis à éviter à Zoom. pour les problèmes que j'ai mentionnés environnementaux. Euh, Parfois, c'est inévitable de se comprendre, surtout si, par exemple, on a 8 enfants et qu'on invite pour Shabbat 20 personnes. Bon, oui, c'est compliqué, je comprends. Mais je pense quand même que c'est vraiment à éviter, que quand on a la possibilité d'avoir un lave-vaisselle, par exemple, et de pouvoir faire avec du verre, c'est quand même la meilleure solution, si on peut. Autre question? Non, je voulais simplement, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on Oui. t'entend très bien, Suzy. Voilà, je voulais ajouter euh, un commentaire en ce qui concerne la fonte du permafrost. J'ai Mhm. lu, j'ai lu au moins deux articles très intéressants mais affolants sur l'apparition de souches bactériennes Mhm. tout à fait anciennes contre lesquelles nous n'avons absolument aucune immunité. Et la conséquence, j'espère que non, mais la conséquence serait alors vraiment une épidémie euh, contre laquelle on n'a vraiment aucun moyen pour l'instant de lutter parce que ces souches sont tout à fait résistantes aux antibiotiques que nous connaissons. Donc, d'un côté, c'est une source de recherche, d'un autre côté, c'est un vrai problème de santé Ouais, publique. C'est ça ouais. que je Ah, veux dire. Mais quelle est ta question, Suzy? Non, c'est un commentaire, j'avais dit. D'accord. ouais. Et ben, j'ai quand même une réponse, c'est que, alors effectivement, pour l'instant, c'est difficile de savoir exactement où ça en est, mais le mieux, c'est quand même d'éviter la fin du permafrost pour le moment. Voilà, c'est ça, c'est un gros problème. Mm. J'ai pas compris, d'éviter le... La fonte du permafrost. La fonte du permafrost, parce que Mhm. D'accord. c'est. Mais est-ce que c'est pas inéluctable finalement? C'est ça la question. C'est ça toute la question de est-ce qu'on fait suffisamment, est-ce que on collabore suffisamment au niveau international ou pas? À mon avis, non. Mais je suis pas si pessimiste que ça. Je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, pas assez rapidement, mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Donc, c'est sûr que ça a déjà commencé à fondre, c'est sûr qu'il y aura des conséquences, mais comme je disais, on peut les limiter. Ouais. Est-ce qu'il y a des voies de recherche qui ont été entreprises pour avoir des conséquences sur le climat, notamment sur le CO2, de manière directe ou indirecte? Euh, Attends, je vais juste envoyer le partage d'écran, comme ça on se voit mieux. Je suis désolée, est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai pas bien compris. Je voudrais savoir si vous avez des idées sur les voies de recherche qui sont en cours Ah, qui vont dans la direction, dans le sens de la résorption ou le recyclage ah du oui. CO2, et que ce soit de manière directe ou indirecte. Ça peut être des Ouais. conséquences indirectes d'autres recherches. Oui, alors il y en a beaucoup. Il y en a énormément des solutions qui sont en train d'être recherchées. Déjà, il y a les énergies renouvelables, solaires, éoliens, etc., qui augmentent de plus en plus. Éolien, maintenant, on commence à le voir en mer, qui marche beaucoup mieux que sur Terre. Mais il y a aussi, de façon plus directe que ça, ce qu'on appelle le CCS et le CDR. Donc, le CCS, c'est le Carbon Capture et Storage. Et le CDR, c'est le Carbon Dioxide Removal. Tout ça, ce sont des techniques qui sont en train d'être développées pour essayer de capter directement. Alors, il y en a deux sortes. Il y a celui qui capte directement le CO2 avant d'être émis à la sortie d'une usine et qui le sort. Et il y a celui qui essaye de carrément prendre le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, le récupérer et le mettre soit dans le sol, soit dans des grands barils. Tout ça, c'est en cours de recherche, mais c'est extrêmement coûteux. Donc, on peut pas mettre tout notre espoir dessus. C'est ça que je veux dire. C'est positif, c'est de la recherche prometteuse, mais on peut pas tout espérer là-dessus, surtout que
si on pense que ça va on peut pas savoir encore à quel point ça va marcher, à quel point on pourra l'utiliser, à quel point ça aura pas de conséquences. Par exemple, est-ce qu'on peut tout stocker, tout le carbone? Est-ce qu'on a assez de place pour tout stocker, ce qu'on prend de l'atmosphère? Il y a beaucoup de questions dont on n'a pas encore les réponses. Donc, on peut pas utiliser ça comme une motivation à, c'est pas grave, on peut juste émettre autant de carbone qu'on veut. Il faut quand même faire attention, quand même diminuer et essayer d'avoir ça à côté, et effectivement, de faire tous les efforts, là-dessus. Bill Gates, d'ailleurs, Bill Gates c'est lui qui a une énorme compagnie pour la recherche dans l'extraction de carbone de l'atmosphère. Et ça a l'air assez prometteur. Autre question? Alors moi j'en ai une. Euh, alors c'est c'est une question, oui. Est-ce que à l'heure actuelle, la société dite internationale a des moyens coercitifs à l'encontre de la Chine, de la Russie, des USA, qui sont les trois plus grands pollueurs, si je ne m'abuse, du globe? Alors, euh, comme je disais, comme je le disais sur une diapo précédente, euh, la Chine n'est pas un des plus grands pollueurs. La France est beaucoup plus pollueuse que la Chine, par exemple, presque 2 fois plus pollueuse que la Chine. En fait, on parle souvent de la Chine polluante, Parce que c'est par personne, qui non? pollue de plus en plus. Voilà, exactement. Parce que si on regarde sur le terrain, c'est vrai que la Chine émet plus sur le terrain. Mais il faut regarder par personne, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous, en France, ou en Israël, ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait? On, on consomme beaucoup plus que les Chinois, on consomme, mais on fait produire en Chine. Et donc, nos émissions sont en Chine, et après, on importe. Donc, ça fait les émissions de l'industrie, plus le transport, qui sont dues à notre consommation, pas à la consommation des Chinois. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est changer notre mode. Si on change notre mode de consommation à nous, bien sûr, en Chine, il y aura beaucoup moins d'émissions par personne, beaucoup moins d'émissions sur le terrain. Pour les États-Unis, c'est eux, pour le coup, ce sont eux les consommateurs. Et non, il n'y a pas tant que ça qui est fait. Il y a des accords, mais en vérité, rien n'oblige, personne ne peut obliger un pays à changer son mode de fonctionnement. Euh, donc non, il y a des accords, il y a des promesses, mais si on ne les tient pas, on les tient pas. Il n'y a pas tellement de conséquences. Et les conséquences sont sur la santé publique, pas sur le gouvernement. Mais c'est vrai que utiliser la géopolitique là-dedans, c'est intéressant. Par exemple, je pense que si on utilise de plus en plus les énergies renouvelables, on est de moins en moins dépendant des pays exportateurs d'énergie fossile, par exemple du Qatar. Et là, le Qatar, qui est le plus polluant, qui, comme on a vu, par pays, par personne, là, pour le coup, ce serait différent. Parce que on deviendrait indépendant de leur production d'énergie fossile. Ça changerait beaucoup la géopolitique du monde, pour le mieux et pour le moins bien, ça dépend. Eh ben, en guise de conclusion, sauf si quelqu'un a encore une question, mais je crois que plus personne n'a de questions, votre exposé a été lumineux. Merci beaucoup. On se rend compte que malheureusement, à l'heure actuelle, sur Terre, c'est le balagan. C'est ce Le balagan. contre quoi euh, vous, vous combattez dans le cadre de votre association Balagan. Hein. Exactement. Et on a l'impression, pour revenir à la notion de Tu Bishvat, car euh, votre intervention de ce soir est dans le cadre de Tu Bishvat quelques jours plus tard, on a l'impression que pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu la conclusion à laquelle nous aboutissons en vous écoutant. Mais soyons optimistes, soyons optimistes, Ouais, soyons hein. optimistes. Soyons toujours optimistes et pour vivre heureux, ne vivons pas cachés, justement. Vivons Mhm. cachère. Mais Oh, bon, bravo, c'est cher. bravo, Jean-Claude, ça c'est très beau. Vivons cachère. Ah oui, Oh, très bien. Et d'ailleurs, si je peux rajouter, Israël est leader dans à peu près tous les domaines qui existent. Je pense qu'Israël peut aussi être leader dans les énergies renouvelables et dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Et c'est Ouais. ça, on peut aspirer à ça.
Oui, mais il faudrait qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse vivre. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est Quand vrai. même encore du boulot, hein, même si c'est tranquille. Oui, Parfait. Les ordures et tout ça. oui. Oui. Ordure, il y a deux sens du mot ordure. Bien. En tous les cas, Garance, merci beaucoup de votre intervention qui était absolument passionnante. Merci à David Sherman de nous avoir recommandé sa nièce, parce que sa nièce a été passionnante. Et nous vous donnons rendez-vous euh, pour une nouvelle, quelque chose dans le genre Zoom ou dans le genre présentiel. Ce serait, si c'était dans le genre présentiel, Laurence, vous participerez à notre pot de l'amitié qui a toujours lieu à la Pour fin de l'amitié. de vos activités. Voilà. Avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup Merci beaucoup. et Merci. bonne soirée. Merci Un Garance, grand au merci. revoir. Bonne